Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est sur une leçon de 6e en cycle 3 sur le développement des organismes vivants. Alors, je vous rappelle que derrière organismes vivants, nous allons mettre l'ensemble des organismes que nous avons définis appartenant aux vivants, donc qui possèdent au minimum une cellule. Par souci de simplicité, nous n'allons pas détailler certaines familles, certains groupes d'êtres vivants. Nous ne parlerons pas de bactéries, nous ne parlerons pas de champignons. Nous nous cantonnerons uniquement aux insectes chez les animaux, à l'humain et aux plantes à fleurs qui sont les plantes que vous connaissez majoritairement. Si je commence avec le développement des insectes, qu'on a appelé aussi hexapodes parce qu'ils possèdent 6 pattes. Chez les hexapodes, le cycle de vie est très simple. Vous avez des œufs. Les œufs vont éclore et ce sera la naissance de la larve. La larve est vraiment très différente de l'adulte. C'est-à-dire que quand vous croisez un asticot, c'est une larve qui pourra donner une mouche. D'accord? Le moucheron n'étant pas la larve de la mouche. Je tiens à le préciser, ce sont deux espèces complètement différentes. Cette larve va grandir, elle va avoir au moins 3, 4, 5 phases où elle va grandir et le propre d'un insecte, c'est qu'il possède un squelette externe rigide. Et à un moment donné, à force de grandir, il va se retrouver coincé dans ce squelette externe et il va devoir en changer, en reconstruire un. C'est un petit peu comme si vous étiez toujours dans vos vêtements quand vous étiez au CP. Vous avez grandi, les vêtements qui vous entourent seraient trop petits, trop serrés, finiraient par craquer, par se déchirer. Là, c'est la même chose. Donc, la larve va muer. C'est-à-dire qu'elle va changer on va pas dire de peau, mais on va dire qu'elle va changer de squelette externe, de protection, et ça, plusieurs fois, ce sont des phases qui contribuent à sa croissance et qui leur permettra d'obtenir le stade de nymphe. Au niveau de la nymphe, on va rentrer sur un stade qui va être plutôt transitoire, qui va permettre le développement de nouveaux attributs, de nouveaux caractères pour passer d'un stade jeune à un stade adulte. Alors, beaucoup d'espèces vont le faire au sein d'un cocon. On prend par exemple la chenille, qui est la larve du papillon. Elle va se mettre dans une chrysalide, dans un cocon qu'elle va tisser elle-même pour être en position de sécurité vis-à-vis de l'extérieur. Et elle va pouvoir se transformer, se métamorphoser en papillon, donc en adulte. La métamorphose, je vous l'ai indiqué ici. Ce sont les transformations qui permettent de passer d'un stade d'une larve immature sexuellement, on entend bien, à un stade adulte mature sexuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du stade adulte, l'espèce pourra se reproduire. Et c'est là où c'est important. Cette métamorphose, elle est capitale pour ces espèces-là. Si les espèces ne se métamorphosent pas, elles ne pourront plus se reproduire et donc elles vont finir par disparaître, tout simplement. Ces adultes, mâles et femelles, vont se rencontrer, vont se reproduire, ils vont avoir un échange de cellules reproductrices, des spermatozoïdes, des ovules, et ceci va former des œufs qui redonneront naissance à des larves, etc., etc. Le cycle reprend. Ici, il y a une métamorphose. Donc, ça implique des changements importants. Ces changements importants peuvent être pour le régime alimentaire. Vous prenez une coccinelle, la chenille la larve, sera phytophage, elle mangera des plantes. Par contre, l'adulte sera zoophage, il va manger de la chair animale, comme les pucerons, tout simplement. Le mode de déplacement, une larve est plutôt rampante, alors qu'un adulte marchera ou volera.
La respiration, un exemple simple, c'est la larve de libellule. La larve de libellule, elle se développe au fond de la mare, donc elle a une respiration aquatique. Oui, mais la libellule, elle, va voler et aura une respiration qui sera aérienne, donc pas du tout la même chose. Donc, au final, sur leur mode de fonctionnement, pour le déplacement, leur façon de manger, leur façon de respirer, ils ne se ressemblent pas. Et même physiquement, ils ne se ressemblent pas du tout. Comme on a une métamorphose, donc une transformation, on peut donc dire que c'est un développement qui est indirect. Maintenant, posons-nous la question chez nous les humains. Et oui, et là ça vous concerne particulièrement, car soit vous êtes entré dans cette période, soit vous allez y entrer. C'est cette période qu'on appelle la puberté. Et à la puberté, beaucoup de choses vont changer. Votre comportement, vous allez avoir des transformations physiques qui ne sont pas forcément les mêmes entre un garçon et une fille, c'est illustré ici. Des modifications physiologiques et psychologiques. Donc, vous allez devenir susceptible, des fois un petit peu agressif, pas forcément de bonne humeur. Vous allez remettre en cause ce que vos parents disent. Vous n'êtes plus un enfant, mais par contre, vous aimez bien être toujours dans cette position où on vous donne des choses car vous en êtes un. Et tout ça, c'est une période de transition qui se passe au niveau du collège, qui n'est pas au même moment entre les garçons et les filles, et même entre les personnes d'un même sexe. Certaines personnes commenceront leur puberté fin de l'école primaire, début du collège, d'autres la commenceront début du lycée, fin du lycée. Et il n'y a pas de souci à ça, c'est tout à fait normal. Alors, si je reprends le cycle de vie d'un être humain, eh bien, nous avons le bébé qui est le stade juvénile. Ce bébé va grandir, c'est une phase de croissance, ou on va appeler ça plutôt un enfant. Cet enfant va commencer, vers l'âge de 9, 10, 11 ans, à entrer dans la puberté, avec toutes ces transformations que vous avez pu voir. Dès qu'il rentre dans la puberté, on appelle ça un adolescent. Et l'adolescence va pouvoir se poursuivre, pour certains, jusqu'à après le lycée. Une fois que cet adolescent a fini sa puberté, il va être ce qu'on appelle un adulte, c'est-à-dire que l'ensemble des caractères sexuels deviennent fonctionnels. Et cet adulte va pouvoir se reproduire avec une personne du sexe opposé. Chez les garçons, les adultes et les adolescents vont produire des cellules reproductrices qu'on appelle les spermatozoïdes. Chez les femmes, c'est ce qu'on appelle les ovules. Lors d'une grossesse, ça va durer à peu près 9 mois pour avoir un bébé. Il faut savoir que ça, c'est la durée théorique. Parfois, les grossesses durent plus ou moins longtemps, donc on dépasse rarement, voire même quasiment jamais les 9 mois. Par contre, il se peut que le bébé sorte de manière plus précoce, c'est ce qu'on appellera un enfant prématuré. Donc ici, l'enfant, le bébé, ressemble à peu près à ses parents. Donc il ressemble à l'adulte. On n'a pas une transformation radicale, même si au début il va essentiellement se nourrir du lait. Le bébé a quand même un air de famille avec ses parents. On cherche, on devine des ressemblances avec le père et la mère. Et cela ne fait pas intervenir de métamorphose, de transformation globale, donc on va dire que le développement ici est direct. Le bébé devient adulte sans métamorphose. Passons maintenant au développement chez les plantes à fleurs. Alors les plantes à fleurs, ce sont toutes ces plantes que vous voyez essentiellement autour de vous. Une plante à fleurs possède, par définition, des fleurs. La fleur, c'est l'organe reproducteur, ce qui possède les organes reproducteurs, et c'est constitué d'étamines, ce sont les organes masculins, de pistils, alors un ou plusieurs pistils en fonction des espèces.
le nombre d'étamines et le nombre de pistils va différer d'une espèce à une autre. Donc, une espèce de la famille des pommiers, des cerisiers, n'aura pas le même nombre d'étamines et de pistils que la famille des lys, par exemple. Vous avez donc l'étamine qui contient des sacs polliniques avec du pollen, des grains de pollen, et le pistil qui contient un ovaire avec des ovules. Autour, on retrouve les pétales et les sépales qui sont des pièces protectrices et qui vont servir aussi à attirer les pollinisateurs. Alors, que va-t-il se passer? Très simplement, le pollen des étamines va venir se déposer sur le pistil. Il faut, pour cela, que ce soit le pollen d'une autre fleur et que ce soit la même espèce. Vous ne pouvez pas avoir de croisement entre les fleurs d'un framboisier et les fleurs d'un pissenlit. C'est impossible, ce ne sont pas la même espèce. Si vous avez deux pommiers qui vont donner des fleurs, ils vont pouvoir se reproduire entre eux à distance, à l'aide du pollen qui viendra se déposer sur le pistil. Le pistil, une fois que le grain de pollen est arrivé, le grain de pollen va féconder un ovule pour donner une graine. Ces graines seront contenues dans ce qui était autrefois l'ovaire, et cet ovaire donne en fait le fruit. Donc, quand vous mangez une pomme, vous avez les graines qui sont les pépins à l'intérieur, et tout autour, cette pomme, c'est l'ovaire qui s'est transformé pour pouvoir accueillir les graines et leur donner de la matière nutritive pour qu'elles puissent se nourrir quand elles vont commencer à germer. Si je prends le cycle de vie d'une plante à fleurs, nous avons la graine. Cette graine va germer pour donner une jeune plante qu'on appelle une plantule. Cette plantule va croître, gagner en épaisseur, gagner en hauteur. Ça deviendra une plante qui va devenir mature. Cette plante mature va pouvoir avoir une floraison, donc l'apparition des fleurs, qui posséderont étamines et ou pistils, ça dépend des fleurs, certaines ont les deux, certaines n'en ont qu'un. Et avec les fleurs d'une autre plante, elles vont pouvoir se reproduire, ce qui formera un fruit, et ce fruit contiendra les graines qui regermeront, etc., etc. La graine est donc ici le stade de développement où à l'intérieur je vais retrouver un embryon et ça donnera la jeune plante future. Ici, la jeune plante ressemble à la plante adulte, donc on peut dire aussi qu'il s'agit d'un développement direct. Voilà, nous avons fait le tour rapidement sur le développement chez les organismes vivants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout, n'oubliez pas, la SVT, c'est la plus belle des matières.